Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre CV mériterait qu'on vous appelle Monsieur les Présidents. L'amoureux de la mer que vous êtes a exercé ses fonctions sans jamais céder au chant des sirènes. Vous préférez la musique classique et vous le démontrez dans un livre en racontant Beethoven. Bonjour, Éric Orsena. Bonjour, monsieur Jacques Pessis. Eh bien, écoutez, il y a ce livre, La Passion de la Fraternité, qui est sorti chez Fayard et Stock, dont on parlait tout à l'heure. Mais le principe de l'émission, c'est d'évoquer votre parcours. Et votre parcours, il est multiple à travers différentes activités, et on va le faire à travers des dates. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 10 juin 1974. Ce jour-là, dans cette émission, on entend votre nom pour la première fois. Ouvrez les guillemets. Et Bernard Pivot, et vous n'êtes pas là, annonce que la bourse de la Fondation Del Duca vous a été attribuée pour Loyola's Blues. Vous vous en souvenez ? Je me souviens pas qu'on avait annoncé ça, parce que Si. c'était le premier. Imaginez, c'était un titre, Loyola's Blues, ça faisait référence à Ignace de Loyola, c'est-à-dire les jésuites, c'est-à-dire tout ça. Et donc, c'était un souvenir de scolarité. J'étais chez les Eudis, qui étaient des sortes de jésuites, et le livre a eu un succès qu'on peut dire extrêmement modéré. Oui, mais en même temps, vous avez eu cette bourse. Il faut savoir que Synode Del Duca, c'était le Napoléon de la presse du cœur, c'est-à-dire qu'il avait créé Nous deux, les romans photos, le journal Paris Jour, où a débuté Jacques Chancel. Et n'ayant pas d'enfants, il a créé une fondation pour aider les jeunes et vous en avez fait partie. C'était merveilleux, vous imaginez ce que c'était. Comme ça, j'avais, 24 ans, c'était extraordinaire. Alors, et la critique dit alors que ce n'est pas le meilleur roman de l'automne, mais qu'il est l'un des plus prometteurs. C'est-à-dire que votre roman est considéré comme prometteur. Écoutez, c'est déjà pas mal. Et là, à 24 ans, si vous n'êtes pas prometteur, c'est mal barré, quoi. Exactement, oui. Alors, effectivement, l'histoire, c'est un adolescent dans un collège de province dont les prêtres sont des disciples de Ignace de Loyola, un prêtre basque espagnol qui a marqué l'histoire du catholicisme. Et le divorce, vous l'avez connu puisque vos parents ont divorcé. Je crois que ça vous a marqué, Éric Orsena. Oui, parce que pas tellement le divorce, mais le fait qu'ils attendent aussi longtemps pour divorcer. Et vous savez, et il y a cette histoire qui me fait tellement rire, c'est des gens, mais pourquoi vous divorcez? Vous avez 80 ans tous les deux. Et il dit cette phrase formidable, nous attendions que nos enfants soient morts. Et donc cette histoire m'a vraiment marré, parce que c'était le cas, ils ne s'entendaient pas du tout. Ils étaient merveilleux l'un et l'autre, mais pas du tout ensemble. Voilà. Alors, je crois que votre père avait une entreprise de jouets. Il a eu une entreprise de jouets, il a fait faillite, et après, il avait une entreprise d'aimants. C'est-à-dire des petites pièces aimantées. Ouais. Et je pense qu'il aimantait pas seulement les pièces, parce qu'il était très beau et il y avait des tas de dames. Oui. Et ma mère supportait assez peu ça. Oui, et votre mère très sérieuse, je crois qu'elle c'était la fille de banquier de Saumur. Exactement, de banquier du vin. Oui. Donc ça mettait un peu de drôlerie et de vitalité. Mais ma mère était une personne absolument exceptionnelle qui a recommencé ses études. Elle avait juste le premier bac, recommencé ses études à 40 ans. Elle a une grande maladie qui s'appelle syndrome de Guillain-Barré, quasiment paralysée. Elle a recommencé ses études. Elle est devenue docteur en psychologie à 55 ans et maître assistante à Dauphine en psychologie à 60 ans. Donc c'est vous dire qu'il y avait de la vaillance. Chez cette dame. C'est l'énergie que vous avez aussi. Un peu, j'ai cette énergie et je dois tout à ma mère. Je me suis rendu compte que, vous savez, au fond, peut-être le premier mot que j'ai jamais prononcé de ma vie, c'est merci. Parce que ma mère répétait sans arrêt, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Ça veut dire que j'avais pas dit merci. Donc j'ai tout de suite vu que pour ma mère entendre, il fallait que je dise merci. Et l'âge venant maintenant, j'ai l'impression que maintenant, il faut que je multiplie les merci. Alors, vous les multipliez sans pour le moins de problème. Ce qui est étonnant aussi, c'est que vous venez d'une famille bourgeoise et qu'à 17 ans, Éric Orsena, vous adhérez au PSU. Oui, pour une raison qui considérait pas tellement la France, c'était que je me disais que, vous savez, je suis né en 47, donc j'ai à peu près l'âge adulte en 62, et c'est le moment de formidables indépendances un peu partout en Afrique. Et je me suis dit à ce moment-là que si ces pays réussissaient à gérer leurs trésors, qui sont les matières premières, ça irait mieux pour la planète. Et donc, le PSU, c'était Alain Savary, c'était déjà Michel Rocard. Oui. Et donc, j'ai appris, au fond, 1/3 à l'université et les 2/3 au Parti socialiste, dit unifié. Pourquoi dit unifié? Parce que personne n'était d'accord. C'est ce qui est logique. Alors, il y a quand même le lycée La Bruyère à Versailles qui vous a marqué. Au départ, c'était un cours d'enseignement secondaire féminin fondé par Mademoiselle Arnaud. Et Jules Ferry, d'ailleurs, lui avait remis les palmes académiques pour avoir fondé ce lieu, ce lycée La Bruyère où vous avez étudié. Alors, c'était terrifiant parce que ma sœur est arrivée bien après. J'étais dans un univers de petits garçons.
Et donc, et à Saint-Jean-de-Béthune, où j'étais, il y avait que les garçons. Et La Bruyère, il y avait 3 garçons pour 3000 filles. Et parmi les 3 garçons, il y en avait 2 qui préféraient les garçons. Je dirais, c'est le seul moment de ma vie où j'ai eu ma chance. Alors, parmi les professeurs, il y avait aussi quelqu'un que vous avez côtoyé ensuite à l'Académie, qui était Jacqueline de Romilly. Absolument, qui était là. Alors, immense, Jacqueline. Vous savez, l'immense trésor de l'Académie française, c'est ses amitiés possibles. Imaginez que pendant presque 10 ans, j'ai eu près de moi, tous les jeudis, François Jacob, le prix Nobel. Imaginez qu'en face de moi, il y avait Claude Lévi-Strauss. Et juste à côté, il y avait Jacqueline de Romilly. Et donc, m'étais rendu compte que Claude Lévi-Strauss, juste avant les séances, c'est-à-dire le jeudi, vers 14h30, il faisait un peu la sieste. Et il se réveillait 10 minutes après. Ce qui fait que pendant 9 ans, j'ai eu l'occasion de l'entendre parler du monde. Vous imaginez le trésor ? Un trésor fabuleux. Alors, votre parcours, il a débuté plus modestement. Il y a eu l'Institut d'études politiques de Paris, un doctorat en sciences économiques, mais surtout, ce qui est étonnant, Éric Orsenach, c'est que vous avez fait 2 thèses en 2 ans. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait une thèse et une thèse complémentaire, mais ce qui a précédé l'économie, c'était la philosophie. Et j'ai eu cette chance, j'en parle un tout petit peu dans le livre, cette chance d'avoir en 2 ans, comme professeur, Raymond Aron, Gilles Deleuze. C'était absolument prodigieux. Et Yankelevitch, imaginez tous ces gens-là. Et donc je me suis dit, bon, la philo, c'est trop intelligent pour moi, je vais faire l'économie. Alors, et vous avez fait les mécanismes de la création monétaire en économie ouverte. C'est la thèse la plus débile qu'on ait jamais faite à Paris 1. Ah bon, pourquoi ? Oui, parce que c'est débile, ça n'a aucun intérêt. Et donc, je ne sais pas pourquoi, Raymond Barre m'aimait bien et a dit que c'était très bon, mais moi, je sais que c'est une thèse débile. Et vous avez fait ensuite un essai sur la logique de la politique économique. Oui, ce serait l'actualité ça aujourd'hui. c'était pas mal, ça c'était un peu plus intéressant. Voilà, mais il est presque toujours d'actualité. Oui, et après je suis parti à Londres où j'ai fait des mathématiques économiques à la London School of Economics. Mais à l'époque déjà, je m'intéressais beaucoup à la musique classique parce qu'il y avait une association des amis de l'Opéra Covent Garden qui était pas loin de l'endroit où il y avait la London School. Et je passais mes après-midi à écouter les répétitions. Imaginez ce que c'était comme trésor de se glisser comme ça, d'abandonner les cours d'économétrie et d'entendre, par exemple, les répétitions des Troyens de Berlioz avec à la baguette Colin Davis. C'était magnifique. Alors, vous allez être docteur d'État et vous allez être docteur d'État sous le nom d'Éric Arnould, qui est votre vrai nom. C'est mon vrai nom, absolument. Et c'est Raymond Barre, donc, qui était le président de mon jury thèse, qui m'a dit de prendre un pseudonyme. Et alors, j'ai choisi très vite un pseudonyme parce qu'il y avait un roman que j'adore, qui est Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq et qui commence « J'appartiens à l'une des plus vieilles familles d'Orsena ». Orsena, c'est une vieille ville comme Raguse, vous voyez, imaginaire. Et donc, j'ai écrit à Julien Gracq pour lui demander la permission. Et il m'a écrit immédiatement en me donnant la permission. Il m'a dit « On va voir ce que va devenir ma ville ». Et je n'ai pas osé le rencontrer pendant 30 ans. J'étais tétanisé d'émotion et de timidité. Et finalement, je lui ai écrit, on s'est vu, et les 10 dernières années de sa vie, on se promenait le long de la Loire, là chez lui, à Saint-Florent-le-Vieil, et c'est des souvenirs inouïs, parce que il était géographe, cet écrivain merveilleux. Et donc, petit à petit, influencé par le nom que j'avais choisi et dont lui m'avait fait cadeau, je suis devenu de plus en plus géographe. Et franchement, un des plus grands bonheurs de ma vie, c'est que bientôt, dans 10 jours, la Société de géographie, qui est la plus vieille société de géographie du monde, va me remettre son Grand Prix. Oui, ce qui est un cadeau. Alors là, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux. Mais il faut savoir que Julien Gracq, on l'a un peu oublié, bon, il a été professeur à Claude Bernard, mais il a eu le prix Goncourt qu'il a refusé. Il a refusé le prix Goncourt. Alors c'est étrange de refuser le prix Goncourt, parce que le prix Goncourt, c'est un petit chèque qui correspond à 50 francs, 50 euros. Donc, puis de toute façon, on l'a eu, quoi. Donc, mais lui, il voulait être totalement libre. Et donc, personnage incroyable personnage. Alors, le grand public vous découvre à la télévision le 5 septembre 1980. Car là, vous êtes vraiment chez Pivot, avec une comédie française, et vous faites un numéro, mais Pivot est fasciné, parce que vous avez non seulement le talent d'écrivain, mais l'humour, Éric Orsenach. Alors, avec lui, mais Jacques Chancel est devenu un ami très, très proche, parce
parce que Jacques, on partageait beaucoup de passions. La musique d'abord, la littérature bien sûr, l'histoire et le Tour de France. Voilà. Mais Pivot, vous aimez aussi beaucoup dans cette émission. Vous expliquez que ce livre est autobiographique, que vous adorez les manifestations, et vous expliquez, Éric Orsenat, que vous avez pu avoir accès à l'hôtel Matignon en frappant à la porte, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Exactement, il n'y avait pas de terrorisme, mais j'avais pas l'air trop terroriste, donc je frappais à la porte et je voulais regarder. Et puis il y avait un copain qui avait un appartement qui permettait de regarder le jardin. Et donc, je me souviens, donc c'était rue Vanneau comme ça, oui. Et donc je guettais le Premier ministre et puis les ministres qui se promenaient. Donc, parce que moi, depuis le plus jeune âge, j'ai dit que la vie des autres m'intéressait beaucoup plus que la mienne. Moi, je ne sais pas qui je suis, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous savez, les gens qui sont là, je vais revenir en moi-même, je m'en fous complètement. Et moi, c'est ça, ce genre de truc, ma vérité, tout ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des autres. Je me nourris, je suis un rapace, si vous voulez, je suis un parasite, moi. Oui, en même temps, vous vous nourrissez et vous nourrissez les autres. Et à l'époque, quand vous publiez ce premier livre, Éric Orsenat, vous dites que la littérature est un hobby parce que vous avez un vrai métier à côté. J'ai su, vous savez, à 8 ans que je serais écrivain. Oui. C'était immédiat. Pourquoi? Parce que et ma mère et mon père me racontaient des histoires. Ma mère me racontait des histoires de rois, de reines, parce qu'elle était monarchiste. Elle pensait que le meilleur régime pour la France, c'était les rois. Et donc, mon père me racontait des histoires de mer, c'est-à-dire des sous-marins, des pirates, etc. Et puis mon grand-père, qui a une grande origine latino-américaine, aussi me racontait des histoires. Donc je me dis, la bonne façon de vivre et de comprendre le monde, c'est d'écouter des histoires et donc d'en raconter. Donc à 8 ans, je me suis dit, je vais raconter des histoires. Oui, mais à côté, vous avez quand même travaillé comme chercheur dans la finance internationale. Oui, parce que je m'étais dit 2 choses. La première, c'est qu'il fallait être libre. Oui. C'est-à-dire que c'est pas évident de gagner sa vie avec l'écriture, et je le crois encore. Et que d'autre part, autant choisir une spécialité qui vous renseigne sur le monde. Comprenez? Et qu'est-ce qui vous renseigne sur le monde à l'époque? Puisque c'était justement le moment des indépendances, c'était de comprendre les mécanismes de l'économie. C'est comme ça que j'ai fait l'économie des matières premières, c'est-à-dire très concret. Vous savez, le papier, l'acier, et imaginez qu'à 35 ans, j'étais responsable des négociations sur l'uranium. Oui. Quand même, au Niger, donc c'était formidable. Le papier, vous l'avez retrouvé ensuite. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 11 novembre 1988. A tout de suite sur Sud Radio avec Éric Orsenat. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Éric Orsenat. Nous parlerons tout à l'heure de la passion de la fraternité Beethoven chez Stock-Fayard. Et on revient à une date que vous n'avez pas oubliée, le 11 novembre 1988. Bien sûr, bien sûr. Vous avez là 2 concours en même temps à 10 minutes d'intervalle. Alors oui, ça c'est merveilleux puisque, au fond, et en même temps un 3e prix, parce que la veille, le dimanche soir, j'avais rendez-vous avec mon éditeur et je vois sur la porte, là où j'avais rendez-vous, signé par son fils, Gabriel Roberts, parce que c'était Jean-Marc Roberts, que j'avais le Renaudot. Et à l'époque, on votait le dimanche soir pour le Renaudot. Et le lendemain matin, c'était le concours. Et alors, il y a une histoire extraordinaire, c'est que je vais accompagner les enfants à l'école, et au retour, ma femme me dit que le président, c'était François Mitterrand, l'avait appelé. Et il fallait que je rappelle. Donc, j'appelle le président François Mitterrand, qui me dit « Je sais que vous êtes un des favoris du concours, vous avez été mon conseiller culturel, je voulais vous dire que, voilà, je suis avec vous », ce qui était quand même extrêmement chaleureux et plein d'empathie. Et puis, j'ai le concours. Et juste après, j'ai le concours des lycéens. Donc ça, c'était quand même invraisemblable, c'est-à-dire le Renaudot, le concours. Donc c'était quand même un moment absolument fou, quoi. Et alors, le premier, je me souviens toute ma vie, la première réaction que j'ai eue, mais que j'ai su ça à 13h15. Oui. D'abord, j'ai reçu un énorme coup dans le dos. C'était Tahar Benjeloun, qui avait le même et qui avait eu le concours juste l'année d'avant. Et puis je me suis dit tout de suite, allez, c'est fait. C'est-à-dire que j'aurais plus ce rêve-là
puisque c'est réalisé et maintenant je suis libre. Parce que la liberté a toujours été le moteur de ma vie. Travail et liberté. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez eu le premier concours des lycéens, il venait d'être créé, et que les jeunes ont dit, on a le même avis que les anciens, puisqu'on donne le Goncourt à Éric Orsena, avec un sujet qui était l'exposition coloniale, qui n'était pas évident pour les jeunes. Qui n'était pas évident pour les jeunes, mais en même temps, on voyageait beaucoup, puisqu'on allait au Brésil, dans la forêt amazonienne, on se retrouvait après en Asie, donc il disait, et puis il y avait des histoires de courses automobiles, enfin c'était un grand spectacle. Et donc, il disait, celui-là, il nous entraîne en voyage. Voilà. Donc, vous avez été déjeuner chez Drouin avec les académiciens Goncourt. Et ensuite, vous êtes allé à Rennes recevoir votre prix. Absolument. Un shop, je me souviens, qu'ils appelaient la shop. Et là, c'était merveilleux parce qu'ils racontaient ce qu'ils avaient vu dans le livre et tout ça. Et puis, ils discutaient entre eux. Enfin, évidemment, ça a été un moment quand même énorme. Voilà. Il faut savoir que l'exposition coloniale, on n'en parle plus beaucoup. Mais entre 1868 et 1948, il y a eu 35 expositions coloniales en France et dans le monde. Les premières ont eu lieu en Australie. Et ensuite, la France a dû attendre 1889 pour sa première exposition coloniale. À l'époque, c'était l'exotisme. Il n'y avait aucun scandale derrière, Éric Orsena. Non, il n'y avait aucun scandale derrière. Et c'était la visite de tas de choses. Alors, avec aussi, quand même, c'était quand même un peu difficile parce que, plus qu'inacceptable, c'est-à-dire on présentait des populations un peu comme des bêtes sauvages. Mais le succès était énorme. Pourquoi? Parce que en France, c'était 1931, la grande exposition coloniale. C'était en pleine sortie de crise. Donc, on voulait montrer que la France était grande. Elle n'était pas grande par l'Hexagone, elle était grande pour son empire. Et donc, imaginez que sans doute 30 millions de gens, c'est-à-dire l'équivalent de la population française, a visité cette exposition. Et la star de l'époque, c'était Joséphine Baker, qui avait démarré avec la danse sauvage et qui ensuite, en 1930, commençait à chanter avec les autres Paris, j'ai deux amours. Ça a été aussi la star de cette exposition coloniale. Ah, évidemment. Et puis, on la voyait quasi nue avec ses bananes et tout ça. Enfin, c'était un exotisme un peu douteux quand même. Alors, justement, François Mitterrand vous a appelé parce que vous avez été son conseiller culturel pendant des années, un peu une plume, mais vraiment une plume conseillère. Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure, Éric Orsena? Eh bien, j'étais donc au PSU depuis un bout de temps. Ensuite, je suis venu au Parti socialiste. Et je dirais que c'était une époque où le Parti socialiste travaillait. Ça nous change d'aujourd'hui. Parce que les socialistes travaillent extrêmement bien quand ils sont responsables d'une ville ou d'une région, on le voit. Mais le Parti socialiste en tant que tel, c'est quand même une bande de paresseux. C'est-à-dire, quelles sont les propositions? On ne les voit pas venir. Et donc, moi, je vous dis franchement, mon université, c'est 1/3 l'université et 2/3 le Parti socialiste d'abord et le Parti socialiste après. Donc, on travaillait comme des fous pour essayer de présenter les 110 propositions et autres. Vous comprenez? Moi, je suis comme vous. C'est-à-dire, vous savez, il y a une très belle phrase de Gobineau qui dit « D'abord, il y a l'amour ». Je maintiens. Ensuite, il y a le travail, je maintiens aussi. Et après, il n'y a plus rien. Donc moi, le côté, le loisir, et de prendre des bières avec ses potes ou s'envoyer en l'air avec des pafs, ça me fait chier. Oui, non. Vous avez d'autres façons de vous faire mousser que la bière. Oui. Exactement. Bravo. Et puis, c'est vrai que pour moi, la fraternité, c'est vraiment travailler ensemble, c'est échanger, c'est avoir des projets ensemble. Alors, Mitterrand vous appelle un jour et vous commencez à travailler avec lui. Ça va durer 3 ans. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait parce que j'étais à l'époque conseiller du ministre de la Coopération, Jean-Pierre Cotte. En charge, c'était mon métier d'économiste, en charge des négociations multilatérales. Donc, les accords de produits, café, cacao, uranium, etc., etc. Et puis, brutalement, il y a eu un poste qui s'est libéré de conseiller culturel. Et comme j'étais le seul qui avait une formation d'économiste, donc pour gérer les budgets, et en même temps qui commençait une carrière d'écrivain, on s'est dit, tiens, il est à la fois cultureux, et puis voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait, grâce à Jacques Attali. Voilà. Et il y a eu quelques discours sur lesquels vous avez travaillé, les fameux discours du président. D'ailleurs, il y a une chose étonnante qu'on ne sait pas, c'est que tous les discours ont été lus, sauf un, celui que le général de Gaulle avait fait préparer pour le bicentenaire de la naissance de Napoléon en août 69. Et comme il avait quitté le pouvoir, ce discours n'a jamais été prononcé. C'est magnifique. Mais alors, François Mitterrand, il était formidable, parce que, évidemment, il y avait des discours les plus importants. C'est lui qui écrivait lui-même, il demandait des notes et tout ça. Puis d'autres, vous savez, un président, il parle tout le temps. Donc j'ai des souvenirs mais fous où on était dans la voiture officielle, entouré de policiers, c'était le moment des attentats, et il avait une mémoire absolument photographique. C'est-à-dire, il prenait une page, ça durait 1 minute, puis il passait à une autre page. Il s'en souvenait complètement. Et on se retrouvait devant une assemblée,
Et il disait, évidemment, mes collaborateurs m'ont préparé un discours. Comme si mes chers amis, alors ça pouvait être les dentistes francophones ou je sais pas, les enseignants de géographie de la Nièvre, comme si j'avais besoin de notes pour m'adresser à vous, mes chers compagnons, à qui une amitié, etc., etc. Il disait mot à mot le discours. Et puis après, dans la voiture, il me disait, mais alors, comment vous avez trouvé mon discours? Formidable. Et puis vous avez François fait... Mitterrand, enfin, le personnage est à côté, avoir cette chance immense d'avoir participé. J'ai des souvenirs insensés avec lui, où un de mes boulots, c'était d'organiser des déjeuners culturels. Et, vous voyez, et donc, c'était incroyable. Je me souviens, il me disait, il faut que je connaisse Annie Girardot, je ne la connais pas. Donc, j'invite Annie Girardot, qui est ravie. Et donc, et Annie Girardot vient. Et François Mitterrand, qui avait une capacité de conversation et de séduction infinie, il parle tout le temps. Mais elle ne dit pas un mot. Et après, je raccompagne Annie Girardot à son taxi, et elle me dit avec sa gouaille extraordinaire, et il paraît que c'est moi l'actrice. C'est une belle phrase. Vous avez fait aussi le tour de France en hélicoptère. Il vous a fait découvrir la France, Éric Orsena. Imaginez ce que c'était que la culture d'élu, comprenez, parce qu'il connaissait la France canton par canton. Donc, l'hélicoptère, c'est merveilleux, parce qu'on avance lentement, on n'avance pas très haut. Donc, il m'expliquait la France, en criant très fort, parce que c'est très bruyant en hélicoptère. Et donc, c'est comme si j'avais l'immense... je ne sais pas si j'avais eu Michelet à côté de moi, ou si j'avais eu Brodel à côté de moi. Et j'avais 36 ans, 37 ans. Donc, ce cadeau, mais invraisemblable. Et puis, c'était un homme secret. Mazarine, est-ce que vous étiez au courant? Non. Comme personne n'était au courant. Non, Il y a quelqu'un qui était au courant, qui m'a un jour téléphoné, c'est Marlène Dietrich. Ah bon? Elle m'a dit, vous savez, ce Mitterrand, il a une enfant naturelle, Mazarine. Et elle était enfermée chez elle. Et je Ouais. lui dis, mais Marlène, comment savez-vous ça? Et elle me répond, quand on a travaillé dans les services secrets pendant la guerre, il en reste toujours quelque chose. Ça, c'est énorme. C'est extraordinaire. Alors, écoutez, alors c'est merveilleux parce que figurez-vous que je vais retrouver Mazarine à Jarnac, donc le lieu de l'enfance de François Mitterrand. Je vais la retrouver le 3 juillet et il y a un colloque sur François Mitterrand et la langue française. Et toute l'équipe autour de l'Institut François Mitterrand, avec Hubert Védrine, Gaëtan Gorge et Mazarine, ils m'ont demandé d'ouvrir le colloque. Et vous savez que le thème que nous avons choisi ensemble, c'est « Mémoire d'un courtisan ». Donc venez à Jarnac. Je vais raconter ce que c'est qu'un courtisan, dont j'ai évidemment été, parce que j'étais fou de Mitterrand. Avec une passion commune, les livres. Car les livres évidemment. ont toujours accompagné Éric Orsena. Et alors, ce qui était très amusant avec François Mitterrand, c'est qu'il adorait les livres, il adorait l'architecture, il adorait la peinture, et la musique, rien à foutre. Et il ressemble en ceci à quelqu'un qu'il détestait, c'était Malraux. Mais il avait un mépris absolu pour Malraux, qui lui aussi en a rien à foutre de la musique. C'est très étonnant, ça. Très étonnant. Mais les livres, vous, ça a été toujours votre passion. C'était, moi, depuis toujours. Je vous dis, moi, j'ai dû apprendre à lire, j'ai dû savoir lire vraiment à 4 ans. Et déjà, savoir lire, pour lire des livres, c'était votre plaisir. Oui, parce que je m'évadais, pour être franc, comme mes parents ne s'entendaient pas. C'était le silence entre eux. Donc, il fallait que je peuple ce silence. Donc, mes parents ne pouvaient pas sans arrêt me raconter des histoires. Et comme je demandais des histoires, raconte-moi une histoire, écoute, sois autonome. Donc, pour moi, c'était le circuit court, c'était, vous voyez, c'était ça, j'ai été autonome très vite, donc j'ai lu comme un fou. Et je continue à lire, puisque j'ai cet immense honneur d'être ambassadeur de la lecture publique pour défendre les bibliothèques, vous voyez. Et vous les défendez bien, et vous avez aussi d'autres titres, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 28 mai 1998. A tout de suite sur Sud Radio avec Éric Orsena. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Éric Orsena. Ce livre, La passion de la fraternité, Beethoven chez Stock-Fayard, on va en parler tout à l'heure. On revient à une date importante que vous n'avez pas oubliée non plus, le 28 mai 1998. Bien sûr, ça c'était quand même incroyable. Ça avait été commencé par un an avant, un peu moins d'un an avant. Je croise chez mon éditeur Hélène Carin-Dancos. Et elle me dit, si vous êtes battu, quelle est votre réaction? Oui, car vous êtes élu ce jour-là à l'Académie française. Voilà, exactement. Oui. Mais un an avant, elle me croise et elle me dit, si vous êtes battu, quelle est votre réaction? Je lui dis, mais battu à quoi? Elle me dit, à l'Académie française, bien sûr. Je lui dis, mais attendez. Et alors, elle a dit cette phrase formidable, Hélène. Elle me dit, est-ce que vous me permettez de faire campagne? Je vous en prie. Et puis donc, je rencontre des gens les plus divers. Je
je rencontre des gens, des magnifiques personnages, comme le professeur de médecine Jean Bernard, comme, enfin, c'était des montagnes comme Lévi-Strauss, comme tous ces gens-là, comme, etc. Et donc, et puis ça se fait comme ça. Et alors, je suis élu, et c'est ma tristesse, parce que je suis élu contre, on peut dire, parce que contre moi, il y avait l'immense savant Yves Coppens. Donc franchement, je suis absolument pas légitime pour être élu contre Yves Coppens, pour qui j'ai une admiration infinie. Bon, bref, je suis élu. Et je suis élu, figurez-vous, un quart d'heure après, mon ancien professeur de droit, Georges Vedel. Et donc, que j'avais croisé beaucoup au Conseil d'État, et on avait un lien d'affection énorme. Donc, j'étais chez mon éditeur, rue des Saints-Pères, je me précipite boulevard Saint-Germain, où était le doyen Vedel, comme on dit, et on se jette dans les bras devant les familles respectives qui sont sidérées parce que j'étais son petit élève. Et donc, et moi j'avais 41 ans, lui il avait 40 ans de plus, et donc tous les deux on s'est embrassés, c'était quand même incroyable. Et j'ai eu un sentiment que j'ai souvent, un sentiment d'escroquerie. Comment se fait-il que moi, qui n'ai aucune sorte de légitimité, sauf de raconter éventuellement des histoires, être élu? En plus, je ne savais pas, au fond, au fauteuil de qui, comme on dit, j'ai été élu, de qui j'étais le successeur. Alors, c'était Jacques-Yves Cousteau. Oui. Et ça m'allait bien, puisque je navigue depuis que j'ai 8 ans. J'ai l'âge de 8 ans, d'ailleurs, au moment où j'ai navigué en même temps que j'écrivais. Vous voyez, il y a un lien très fort entre les deux. Et après, je me suis rendu compte qu'à ce fauteuil, comme on dit, il y avait le professeur Jean Delay, qui est un immense traitement de la psychiatrie, un immense créateur de médicaments, et avant encore, Pasteur et Littré. Donc, et c'est ça l'Académie française. C'est à la fois des amitiés directes avec des gens qui sont des contemporains, et en même temps, on a des amitiés dans le temps, puisque d'une certaine manière, c'est une famille, je dirais, verticale. Et imaginez que j'ai découvert, grâce à Léa Salamé, qu'à mon fauteuil, il y avait un personnage insensé, qui était l'abbé de Choisy. Lequel abbé de Choisy, au XVIIIe siècle, a vécu les 3/4 du temps en femme, parce qu'il avait des traits extrêmement jolis. Et son curé lui disait, écoutez, restez en femme, parce que quand vous êtes en femme, vous avez plus de récupération pour la quête. Vous gagnez plus d'argent. Alors évidemment, ça lui permet de draguer comme un fou, parce qu'il disait, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je ne suis rien, je suis une femme. Oui, mais en fait, vous êtes une femme ou vous êtes un abbé? En tout cas, mais ce que vous me faites là, c'est ni d'une femme ni d'un abbé. C'est extraordinaire. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que Jacques-Yves Cousteau, ça vous ramène à un souvenir d'enfance, un film que vous avez vu. Vous êtes très très jeune et La mer rouge. Alors Sénat, quand vous voyez Le Monde du silence. Bah, j'ai 7 ans. Voilà. J'ai 7 ans et Le Monde du silence. Et alors, ce qui est très très intéressant, c'est qu'au fond, quand vous voyez les gens qui sont, comme on dit, à ce fauteuil, grâce à Jacques-Yves Cousteau, on découvre un univers qui est sous l'eau. On connaît ce qu'il y a sur l'eau, mais on ne connaissait pas ce qu'il y avait sous l'eau. À l'époque, non. Et de la même manière que Pasteur, il nous fait découvrir le monde des invisibles. Parce que jusqu'à lui, la médecine est descriptive et on constate qu'un certain nombre de traitements sont bénéfiques. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas quel est le serial killer. C'est pour ça que Pasteur est une sorte de commissaire Maigret de la science. Comprenez? Donc c'est un peu la même chose. Et c'est pareil avec Jean Delay qui nous a fait découvrir le monde, enfin une partie du monde de la maladie mentale. Donc vous voyez, je suis face à des explorateurs du monde, comme Littré est un explorateur des mots. Alors, Cousteau vous a fasciné avec Le Monde du silence, mais celui qui vous a vraiment donné le goût de la mer, Éric Orsenna, c'est votre père. Alors, c'est mon père, dans un premier temps, puisque depuis toujours, on avait une maison dans l'île de Bréhat. Et donc, j'ai été sur un petit bateau à rame dès que j'ai eu 3-4 ans. Et puis, j'étais seul sur un bateau à voile, un tout petit bateau avec une toute petite voile, à l'âge de 8 ans. Donc, j'ai continué à naviguer tout le temps, en compétition. Et puis, celle qui m'a fait comprendre les mécanismes de la mer, c'est Isabelle Autissier. Oui. Et là, vous êtes allé plus loin que Bréhat. Et là, je suis allé beaucoup plus loin que Bréhat. Et alors, c'est une histoire formidable avec Isabelle, parce qu'on s'était croisés plein de fois. Et puis, elle me disait, écoute, j'ai un projet d'accompagner tous ceux qui aiment la mer sur un gros bateau, un grand cargo, et on va écrire l'opéra de l'Antarctique, etc. Et puis, d'année en année, son budget diminuait. Donc, le bateau rétrécissait. Donc, elle me dit, écoute, j'en ai eu marre, j'ai acheté un bateau. Alors, la voie blanche comme l'Antarctique, je lui ai dit, mais et le bateau, il fait 16 mètres. Ouh là 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 là. Alors là, franchement, j'ai été voir tous les médecins en les suppliant de me trouver quelque chose dans des check-ups le plus. Et puis, ils m'ont rien trouvé, donc j'étais obligé de partir. Donc, je suis parti sur ce petit bateau vraiment très lent et tout à fait inconfortable pendant 8 semaines
au sud du Cap Horn, donc jusqu'à la péninsule antarctique et puis la mer de Weddell. Et ces 8 semaines sont le plus beau voyage de ma vie. Pourquoi? Parce que c'est au fond d'abord un univers sans vie apparente, un univers comme ça glacé, un univers de légende, un univers où il faut respecter, un univers où il faut rien apporter ni prélever. Ça apprend le respect. C'est d'une beauté invraisemblable. Quand après 6 jours de mer, vous arrivez avec le premier iceberg, vous voyez, il est bleu, parce qu'il y a des mécanismes de pression, et il est juste bleu. Quand vous voyez des choses, quand vous voyez des baleines qui sont juste, une baleine et son enfant, un baleineau, qui sont juste, mais à 5 mètres de vous, et que vous avez été réveillé parce que le moteur du bateau s'est arrêté, c'est complètement magique, vous comprenez? Il n'y a personne. Il n'y a personne là. Et tous ces à part les savants. Oui, mais tous ces voyages, Éric Orsena, nourrissent votre inspiration. Ah bah, moi, j'ai pas forcément de l'imagination. Moi, ce que j'aime, vous savez, je suis pas du tout un créateur. Moi, je suis un grand reporter, enfin, ou un mini reporter, ou un moyen reporter. Et ce que j'aime, c'est comprendre et transmettre. Je suis un prof. Moi, je suis un passeur ou un prof. Donc, ce que j'aime, c'est ça. Et j'en reviens à l'île de Bréa, parce que beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent ne savent pas que c'est presque une île privée. On se transmet les maisons de génération en génération. Je crois qu'il y a 419 habitants et que les rues n'ont même pas de nom. Oui, c'est ça. Donc, c'est cet endroit-là que j'ai maintenant quitté parce que ça devient un tout petit peu l'île de Ré. Oui. Et donc, ça me plaît moyen. Donc, je suis juste en face. Donc, je vois l'île au loin. Et je pense que j'ai la bonne distance vis-à-vis de l'enfance. J'ai pas suffisamment de nostalgie. Et puis j'aime bien la vraie Bretagne, c'est-à-dire la Bretagne qui se bat, la Bretagne qui essaye de s'extirper de la pauvreté. J'aime bien la Bretagne des légendes, c'est-à-dire pas seulement du littoral. Vous savez, les monts d'Arrée, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle l'Argoat, c'est-à-dire les bois. Les bois, Huelgoat, tous ces endroits absolument merveilleux. Je suis très attaché à la Bretagne. Et puis, vous étiez attaché aussi, dans vos jeunes années, au radar de Plumeur Boudou, je crois. Bah, bien sûr, parce que c'était formidable, parce que c'était drôle, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de marins parmi les Bretons, et puis il y a eu aussi des techniciens, c'est-à-dire qui étaient au fond des explorateurs, mais par les ondes. Donc, et les ondes, c'est aussi la mer. Donc, au fond, c'est un peu la même chose. Les ingénieurs et les marins, il y a des liens entre les deux. Et puis, le radar à Plumeur-Baudou, on a l'impression que c'est une immense oreille. Oui. Et donc, vous l'écoutiez. Voilà, eh ben, j'écoute tout ça. Et moi, cette Bretagne m'a nourri. Franchement, je dois... Si je fais mes dettes, vous savez, l'âge qu'on j'ai maintenant, il faut dire merci. Donc, il faut savoir à qui on doit des choses. Et moi, je dois des choses évidemment à mes parents, mais à cette région de Bretagne. Et puis la mer, on connaît d'autres personnes qui sont tombées amoureuses de la mer. Il y a par exemple ce chanteur. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer. Quand Antoine a commencé à naviguer, on a dit dans 6 mois il sera revenu. Ça fait plus de 35 ans, il y est toujours. Il y est toujours là et on voit à quel point nous dépendons de la mer. On voit que notre planète devrait s'appeler la planète bleue parce que à 6, 7e, 7, 8e, c'est au fond la mer. On devrait l'appeler la mer, la planète. La Terre, au fond, c'est très peu. Et puis, on voit surtout que nous sommes responsables de la bonne santé de l'océan. Vous savez qu'on dit les mers et on doit dire un océan. Car Oui. l'océan, il est uni. Et donc, et la santé de l'océan, c'est la santé des fleuves. Et la santé des fleuves, c'est le respect ou le non-respect que nous avons pour les fleuves. Et tout ce que nous déversons dans les fleuves se retrouve dans l'océan, notamment le plastique. Voilà. Et Antoine a débuté par hasard. Un jour, il voit dans une revue de nautisme quelqu'un qui a fait le tour du monde. Il a envie de louer un bateau. Il loue un petit bateau à Golfe-Juan. Il va jusqu'aux îles de l'Érins. Et puis après, il est revenu. Il est parti faire des tours du monde. Ben, comme Renaud, quoi. Mais Renaud s'est arrêté. Oui. Renaud s'est arrêté. Mais Antoine, il est formidable. Et vous savez, pour donner envie de respecter, il faut donner envie tout court. Et alors justement, vous donnez envie aussi et vous donnez aussi beaucoup, puisque je crois que vous avez, vous présidez le Centre de la mer, la Corderie royale à Rochefort, et on vous doit l'association Hermone Lafayette, qui a été un événement, car on a reconstitué un bateau qui est à Rochefort aujourd'hui. Alors, c'est le bateau sur lequel Lafayette était parti, qui avait coulé. Lafayette était parti pour apporter le soutien officiel de la France aux révoltés américains contre la tutelle des Anglais. Et donc, on s'est dit que ce bateau, il fallait le reconstruire. Et là, il y a une équipe qui s'est formée avec le maire de Rochefort, Jean-Louis Fraud,
avec Bénédicte Donnelly, qui était un ami intime, et puis avec Jean-François Fontaine, qui est le maire à l'époque de La Rochelle. Donc il y avait une sorte de trio, de quatuor avec tous ces gens-là. Personne n'y croyait. Et en fait, imaginez qu'aux 2/3, le budget de ce bateau a été financé par les visites du chantier. Et les gens visitaient 3, 4, 5 fois le même bateau. C'est un bateau absolument magnifique et c'est tout à fait magique. Donc on a été... et alors, le premier voyage vers les États-Unis, je dois vous dire, c'était un grand moment, c'était bouleversant parce qu'on avait embauché des gens, des jeunes, comme Gabier, donc qui montaient comme ça à 20 mètres, tout à fait en haut. Donc c'est bouleversant. Alors, ce qui est étonnant avec vous, j'ai dit que vous appelez monsieur les présidents parce que vous avez accumulé un nombre de présidences incroyables, que ce soit dans l'audiovisuel, il y a l'Académie nationale de pharmacie, il y a les paysages. On vous appelle à chaque fois et vous ne refusez jamais, Éric Orsena. Bah, écoutez, encore une fois, moi, c'est des présidences tout à fait bénévoles, puisque ça fait longtemps que je considère que j'ai plus besoin d'argent. Je suis fasciné par la rapacité d'un certain nombre de gens qui ont des vies tout à fait confortables et qui veulent toujours plus. Et à un moment donné, on s'arrête. Ou on rend un peu ce qu'on a reçu. Enfin, c'est ce que m'ont appris mes parents, notamment ma mère, mais on rend un peu. Donc voilà, donc ça me fait marrer d'être oui, président. À un moment donné, j'ai été, ce que je suis plus, mais j'avais 2 titres qui me ravissaient. C'était président de l'École nationale supérieure du paysage, c'est-à-dire le potager du roi à Versailles, oui, et président du centre de la mer. Donc j'étais à la fois au milieu du paysage et au milieu de la mer. Donc c'était grandiloquent, tendre et ridicule. En même temps, c'est ce qui vous amuse de toucher à tout. Ça vous a toujours amusé. Oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est la vie. Et comme disait Godard, on disait, mais vous êtes touche à tout. Mais non, tout me touche. Et ce qu'on a bien compris avec cette pandémie terrible, c'est qu'il n'y a pas de frontières dans la vie. C'est nous qui avons inventé des frontières, c'est les êtres humains qui ont inventé. Mais il n'y a aucune sorte de frontière entre les humains, les animaux, les plantes. Et vous savez, il y a cette notion de santé unique, One Health. Si l'environnement va mal, les plantes vont aller mal. Si les plantes vont aller mal, les animaux vont aller mal. Si les animaux vont aller mal, comme nous sommes nous-mêmes des animaux, ben nous n'irons pas bien. Il y a une sorte de solidarité de fait. Donc, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières, même dans vos livres. Vous touchez à tous les sujets. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 21 avril 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Éric Orsena. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Éric Orsena. 21 avril 2021, sortie de ce livre que j'ai cité, La passion de la fraternité Beethoven, Stock Fayard l'éditeur, un livre sur un homme dont on connaît l'œuvre, mais qu'on connaissait mal, Éric Orsena. Oui, parce qu'il y a énormément de biographies, et moi j'étais très tétanisé de trac à l'idée d'écrire sur Beethoven, et c'est au fond des amis musiciens, c'est Henri de Marquette, le violoncelliste, et puis Michel d'Alberto, le pianiste, qui m'ont dit, écoute, il y a un axe que tu peux raconter, c'est Beethoven et la fraternité. Parce que tu es historien amateur, bien sûr amateur, mais tu connais des choses que les musiciens ne connaissent pas. C'est-à-dire, c'est quoi l'époque? Et l'époque est très passionnante, parce qu'il naît en 1770. Et c'est une époque où l'Allemagne n'existe pas. Il y a des petites principautés qui, toutes réunies, forment le Saint-Empire romain germanique. Et donc, ces petites principautés ne se préoccupent pas du tout de puissance. Et elles sont des lieux de culture. Donc elles sont très en avance sur la France. Et quand arrive la prise de la Bastille en 1789, Beethoven a 19 ans, mais tous ces gens de l'autre côté du Rhin disent « Enfin, les Français s'ouvrent à la liberté, vont en finir avec cet ancien régime insupportable, et ils vont être comme nous dans les Lumières. » Et puis ils se rendent compte qu'il y a la terreur. 3 ans après, ils disent « Ces Français sont fous ». Et puis de nouveau, l'espoir arrive. Il y a Bonaparte qui avait de l'ordre là-dedans et gardait le meilleur de la Révolution. Et puis il devient Napoléon et il lance la guerre à travers. Donc c'est sans arrêt, vous voyez, l'espérance. Et puis il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est que Beethoven, c'est aussi le moment où on va passer du clavecin au pianoforte et au piano. Donc les nuances. Vous voyez, donc c'est un moment donné de bascule. Et puis il y a la vie de Beethoven qui est vraiment une des vies les plus douloureuses, les plus tristes qu'on puisse imaginer, puisqu'il a une mauvaise santé, il a un père violent, il n'a pas d'argent, il n'y a pas le droit d'auteur à l'époque. Non. Il a des râteaux sans arrêt avec les femmes, parce qu'il s'arrange pour que ça soit toujours impossible, et à chaque fois, il répond par un chef-d'œuvre.
Oui, alors justement, pour écrire ce livre sur Beethoven, vous avez mené des enquêtes car il y a plein de points mystérieux sur sa vie, que ce soit avec les femmes ou dans sa vie quotidienne. Alors, il y a énormément d'historiens, donc notamment les Massin, mais il y en a des temps, il y a Elisabeth Brisson, il y a des merveilles absolues de livres. Et donc, mais je me suis retenu sur une ligne, c'est-à-dire la relation avec la fraternité, parce que il est aux deux extrêmes. Qu'est-ce qu'un génie? C'est celui que nous ne sommes pas. C'est quelqu'un qui a des capacités qu'aucun autre n'a. Et en même temps, c'est le plus fraternel d'entre tous, puisqu'il accumule des drames parmi lesquels un seul suffirait à nous détruire. Donc c'est ça qui est frappant. Il les accumule, il survit à tout. En plus, il a été à l'école jusqu'à 11 ans, et c'est malgré que ce soit un surdoué. Et alors, il n'est pas surdoué autant qu'un Mozart, qui voilà, compose sa première symphonie, il a 8 ans. Alors que lui, petit à petit, vous voyez, il y a des gens qui naissent des génies et d'autres qui deviennent des génies. Oui, grâce à des professeurs, parce qu'effectivement, son père est maître de chapelle, et que Voilà. il va prendre... Et c'est son grand-père qui est maître de chapelle. Oui, au départ, oui, mais son père... Son père essayait d'être maître de chapelle, voilà, et mais il n'avait pas le talent. Voilà. Et donc, comme souvent dans les générations, ça saute une génération, le talent. C'est très injuste et terrible et cruel, mais ils sont... Et donc, mais regardez, 11 ans. Il a 11 ans et il a son premier travail rémunéré d'être accompagnateur au piano des productions par le théâtre de la ville à Bonn, ce qui allait devenir l'Allemagne. Donc, il est là, et c'est là où il rencontre celui qui va publier ce poème qui va l'accompagner toute sa vie, qui est l'hymne à la joie. Il a 11 ans. Fou, il est là avec son petit piano, 11 ans, vous imaginez 11 ans, et il gagne sa première vie comme ça. Et donc c'est comme ça alors qu'il vient de quitter l'école, il va avoir une culture directe puisqu'il accompagne au piano les pièces de Shakespeare qui sont montées, les pièces de Schiller, les brigands, etc. Donc vous voyez, j'ai été tétanisé, évidemment, comme tout le monde, d'admiration, et plus j'avançais dans le récit, plus j'avais envie de l'embrasser. Et alors, ce qui est étonnant, c'est sa rencontre avec Mozart, dont on ne sait pas grand-chose, finalement, Éric Yourcenar. Alors, j'ai appris depuis le livre des tas de choses, parce que les musiciens qui ont évidemment beaucoup cherché ce qui se passait. Et alors, il y a quelque chose d'assez étonnant que m'a raconté le pianiste Michel d'Alberto. On dit qu'ayant rencontré Mozart, ayant entendu Mozart jouer, Beethoven, qui a tous les culots, aurait dit « il joue sec ». De Mozart, oui. Beethoven. Parce que Beethoven qui pense qu'il a une mission sur Terre. Et c'est pour ça, il le dit à un moment donné, quand il devient sourd, il se dit « j'ai pas le droit de me suicider parce que j'ai une mission voilà. ». Et quelle est ma mission? C'est une mission quasiment christique. Je souffre comme le Christ. C'est pour ça que j'ai pris le terme de la passion. C'est la passion du Christ. Je souffre et je vais léguer à l'humanité cette vérité absolue grâce à la musique, grâce à ma musique. Les hommes vont devenir frères. C'est exactement le message du Christ. Oui, Beethoven avait une collection de cornets acoustiques extraordinaires, et la surdité, il l'a découvert un jour, mais ça a été un moment terrible de sa vie. Et c'est justement parce qu'il avait des troubles depuis 27-28 ans, mais il se retrouve en 1802, donc il a 32 ans, et il va se reposer parce qu'il n'en peut plus, et il se retrouve dans un petit village Heiligenstadt qui est à côté de Vienne. Et là, il n'entend rien. Il se rend compte qu'il n'entend rien. Et le plus fascinant, c'est à partir de ce moment-là qu'il va composer ses plus grandes œuvres, comme si la sourdité l'avait libéré. J'ai demandé à mes amis musiciens, ils m'ont dit, mais tu sais, quand tu es musicien, tu n'as pas besoin d'entendre pour composer, tout est dans la tête. Et alors, il y a aussi une autre chose étonnante, c'est que quand Mozart est mort, il a dit, maintenant, c'est à moi. Non, mais c'était sa mission qu'il avait depuis le plus jeune âge. Ça lui avait été mis dans sa tête par le père qui voulait en faire le petit Mozart. Mais vous voyez, c'est-à-dire cette mission à la fois personnelle et en même temps quasiment, je dirais, christique, mais non religieuse. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'église, puisque c'est l'humanité qui compte. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, puisque c'est ma musique. Comprenez, c'est ça. Et c'est ce moment merveilleux où on se demande si c'est la fraternité qui va vous apporter la joie, ou si c'est la joie qui va donner la fraternité. Et il y a cette phrase que j'ai mise en exergue, c'est, vous savez, liberté, égalité, fraternité, au fond,
la fraternité suffit. Et c'est justement ce qui nous manque en ce moment, la fraternité. Alors, il se retrouve à Vienne parce que il n'y a pas d'autre solution pour Beethoven et Erik Orsena que d'aller à Vienne. Et à Vienne, il va être espionné, vous le racontez. Mais oui, parce que pourquoi Vienne aime tant la musique? Parce que Vienne, c'est l'endroit de l'Empire, et ils ont très très peur de la contagion de toutes les idées qui viennent de France. Imaginez, il est à Vienne, il est en 1792, donc en pleine terreur, il est à Vienne. Donc la terreur des empereurs, c'est qu'il y ait la contagion et qu'il y ait la révolution là. Donc il y a la police la plus forte. Et pourquoi on aime tant la musique? Je me suis posé la question, j'ai consulté des écrivains, des historiens, j'ai demandé, et ils me disent c'est très simple, c'est que la musique est beaucoup moins dangereuse que les idées. Comprenez? Parce qu'une idée, ça peut entraîner des révolutions politiques, mais une sonate, une symphonie, au contraire, ça apaise. Mais il écrivait des lettres, Beethoven, qui auraient pu le conduire en prison. Bah, bien sûr, qui était ouverte et lue par tout le monde, parce qu'on disait qu'il y avait 3000 musiciens professionnels à Vienne et le double d'espions. Oui. Mais comme à Venise, hein, c'est-à-dire tous ces endroits-là, ou à Moscou, bien sûr. Mais ces endroits, c'était comme ça. Mais comme il était devenu une star incroyable, donc on savait qu'il n'était pas révolutionnaire actif. Donc, vous savez, cette phrase formidable, quand on lui disait qu'il fallait enfermer Sartre, qui avait soutenu la cause algérienne, il disait « on ne met pas en prison Voltaire ». Voilà, et même chose pour Beethoven. Et il se trouve que Metternich, lui, un soir, a un dîner, et puis le dîner, le pâtissier est absent, et il a un jeune apprenti, Franz Sacher, qui fait un gâteau au chocolat avec un filet d'abricot. C'est comme ça qu'est né le gâteau mythique autrichien. Parce que ce qui se passe à Vienne à cette époque, on est dans l'automne 1814. Donc, Napoléon est à l'île d'Elbe, il a été obligé d'abdiquer une première fois, et donc on va reconstruire l'Europe. Et donc, il y a 1000 princes et diplomates qui sont à Vienne. Sur les 1000, il y en a 50 qui travaillent, tous les autres, il faut les occuper. Donc, il y a des fêtes tous les soirs. Il y a des bouffes incroyables, notamment à l'ambassade de France, où s'est installé Talleyrand avec sa nièce et sa maîtresse et son cuisinier. Et donc, comme la soupe est meilleure, la table est meilleure chez Talleyrand, donc à la Maison de France, c'est comme ça que la France va retrouver une place dans le concert des nations. Et Beethoven, ce sont des symphonies. Il y en a une qui sert d'indicatif à notre ami André Berkoff tous les jours, c'est celle-ci. La 5e de Beethoven. Alors, on sait que c'est l'indicatif de Radio Londres, mais ce qu'on ne sait pas, en fait, que l'idée de cet indicatif, c'est un espion canadien, William Stephenson, qui l'a eu, parce que c'était les 4 notes en langage morse, c'est 3 points et un trait, ça signifiait victoire. C'est comme ça que c'est né. Exactement. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire, c'est vraiment... vous savez, un être humain, il ne survit que par l'espérance. Donc ça, c'était l'espérance de la victoire. Voilà. Et Beethoven a toujours eu de l'espérance. Bon, il avait une façon de gagner sa vie, c'était le vin. Vous partagez cet amour. Et d'ailleurs, vous avez essayé de goûter, mais en vin, justement, les crus qu'il a... Oui, et c'était pas formidable. C'était pas formidable parce que, comme il n'avait pas d'argent, il avait du très mauvais vin, notamment du très mauvais vin hongrois, qui n'était pas le Tokaj qu'on connaît, mais des vins très très mauvais. Et donc, il semblerait qu'il ait vraiment une sorte de cirrhose, c'est que de ça dont il soit mort. Voilà, mais ce vin, c'était en même temps le gagne-pain familial depuis plusieurs générations. Et c'était extraordinaire, vin et musique. Voilà. Vin et musique, c'est extraordinaire. Et moi, il se trouve que j'ai cet honneur formidable d'être membre de l'Académie du vin de France. Et même, figurez-vous, du bureau de l'Académie du vin de France, car quand vous êtes membre du bureau de cette académie prestigieuse, où il y a tous les plus grands vignerons français, quand vous êtes membre du bureau, vous participez au voyage d'études. Imaginez ce que c'est que le voyage d'études de l'Académie du vin de France. Je n'ose imaginer. Et un grand cru, bien sûr, c'était cette symphonie. L'hymne à la joie, c'est la base de votre livre, Erik Orsena. Parce que quand j'ai eu comme professeur d'économie, professeur de philosophie, avant de faire de l'économie, justement, j'ai eu cette chance d'avoir une année entière l'enseignement sur la joie. Qu'est-ce que la joie? C'est pas le bonheur, c'est pas le plaisir, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui a trait à l'harmonie. Et vous savez, à une sorte de symphonie. Quelque chose d'assez océanique, c'est-à-dire vous n'êtes plus vous-même, vous êtes plus grand que vous-même, ce qui est quand même l'objectif.
Donc, et la joie, ça m'a toujours frappé. Et les gens, c'est vraiment très particulier. Il y a un côté comme ça qui, encore une fois, vous dépasse de communion, sans croire à Dieu forcément. Mais vous voyez, vous êtes, encore une fois, vous êtes tissé avec tous les autres de l'humanité. Et vous avez toujours cultivé la joie, Éric Orsena. Ben, pour moi, c'est une morale. Vous savez, il y a dans Spinoza, que j'ai pas mal travaillé, il dit que le combat, au fond, c'est tuer en nous les passions tristes. Parce que il y a des gens qui ont des passions tristes, comme avait Beethoven. Il y a une très belle lettre de son prof à Haydn qui lui dit, écoutez, il y a en vous des choses admirables, mais toujours sombres, étranges, parce que vous-même, vous êtes sombre et étrange. Et moi, au fond, dans toutes mes compositions, au cœur, il y a quelque chose de joyeux. Parce que, écoutez bien, ni ma femme, ni mon mariage n'a réussi à éteindre en moi cette joie. Et la joie de jouer, vous l'avez aujourd'hui, puisque vous êtes mis au piano, vous avez formé un trio en plus. Non, attendez, le trio, il est autre chose. Ça. Il y a d'immenses musiciens, Michel d'Alberto et Henri de Marquette. Et moi, au trio, j'apporte le crayon seulement. Voilà. C'est-à-dire, je suis qui raconte. Non, il se trouve que, encore une fois, pour lutter contre les passions tristes, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je m'interdis la musique ? Et donc, il y a 6 ans, je me suis mis au piano et j'ai un professeur qui est désespéré par mon manque de dons, mais qui admire mon obstination, qui s'appelle Philippe Lecointre. Et donc, et on revient. Et donc, je regarde mes doigts avec commisération, mais un peu moins de colère. Voilà, mais en tout cas, la joie, elle existe à travers ce livre, La passion de la fraternité sur Beethoven, que vous avez écrit chez Stock et Fayard. C'est un livre d'actualité parce qu'on a besoin de joie, je crois, Éric Orsena. Ah ben, vous savez, c'est vraiment ça, c'est cette fraternité-là. Encore une fois, c'est cette phrase magnifique de Jules Renard, encore une fois, liberté, égalité, fraternité, la troisième suffit. Exactement, et la fraternité, elle existe dans ce livre. Merci Éric Orsena d'avoir écrit. Merci d'avoir participé à ces clés d'une vie. Bonheur absolu. Et réciproquement. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.